Et bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur le thème des élections américaines et sondages. Aujourd'hui, donc, je suis Thomas Adelson, Premium Client Manager chez IG Bank. Je suis accompagné de Valentin Offrand. Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde. Alors, le programme, ça va être Valentin va nous parler pendant une petite heure, je pense, un petit peu moins d'une heure, sur une analyse des élections et des sondages sur les élections américaines. L'idée, c'est voilà, que ce soit le plus interactif possible. Alors, on va quand même garder les questions pour la fin, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez un petit outil, pour les poser. Également, alors je vous invite, hein, si vous voulez un petit peu plus tard, s'il y a certaines choses qui sont passées trop vite, je vous invite à regarder, ce sera rediffusé sur notre site et sur YouTube, donc n'hésitez pas si besoin. Alors avant, je vais vous faire une rapide présentation pour ceux qui ne connaissent pas de IG Bank. Donc je vais vous laisser prendre quelques instants pour voir ce petit disclaimer de risque avant de commencer. Donc voilà, très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, pour présenter le groupe IG et IG Bank. Donc le groupe IG, c'est un groupe qui existe depuis 50 ans à la base basé à Londres. Aujourd'hui, on est présent dans plus de 14 pays et on sert plus de 300 000 clients dans le monde. À l'intérieur de ce groupe IG, il y a IG Bank, donc on est présent depuis 10 ans en Suisse. On est une banque régulée par la FINMA avec deux bureaux, un à Genève rue du Rhône et un à Zurich à Paradeplatz. Donc pour ceux qui sont pas très loin, je vous invite à venir nous voir directement dans nos bureaux. Et IG Bank, alors on a la chance d'avoir un service avec énormément d'avantages. Le premier, c'est qu'on a beaucoup de valeurs, donc d'actifs disponibles, plus de 17 000. On a des plateformes de trading très agréables et très performantes. On est le numéro un du trading dans le monde et on propose donc un service multilingue avec l'excellence d'une bonne banque suisse. De plus, si vous voulez voir, si vous voulez aller un petit peu plus loin, là on fait du contenu éducatif. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, on propose également notre plateforme éducative IG Academy, qui est complètement gratuite, sur laquelle vous allez pouvoir trouver des quiz, différents cours qui vont vous permettre de développer vos connaissances et aussi de les tester avec nos petits quiz. Alors, juste pour terminer cette courte introduction, donc comme je vous disais, je vous invite vraiment, si vous êtes un petit peu nouveau avec l'environnement IG, à voir un petit peu nos différents contenus sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. On poste pas mal de choses, on poste les rediffusions de webinaires, on poste certaines petites analyses qui sont postées sur YouTube. Donc je vous invite vraiment à aller voir ça. Et maintenant, je vais passer la parole à Valentin. Alors bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un webinaire sur les élections américaines qui arrivent à grands pas, pardon, dans à peine 6 mois. Donc ce webinaire sera divisé en deux parties. Dans un premier temps, nous allons parler de statistiques de l'impact des élections américaines sur les marchés, sur l'économie. Et dans un second temps, nous ferons plutôt une analyse de cette élection américaine en particulier entre Trump et Biden, qui se présentent pour un deuxième mandat. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet avec des statistiques. Pour la période pré-élection, donc les mois avant l'élection présidentielle, pour rappel, l'élection présidentielle se tiendra début novembre de cette année. Donc on a généralement une diminution modeste du rendement moyen et médian au cours de cette année d'élection, donc au cours de l'année 2024, ce qui est plutôt normal, c'est le fait que le marché soit un peu plus incertain que d'habitude, parce que la politique américaine a un impact important sur l'économie et même de plus en plus. Donc le marché préfère attendre le résultat. Voilà. On a une performance du marché 3 mois avant les élections qui donne une probabilité relativement élevée du résultat des élections. C'est ce qu'on va voir par la suite. Voilà, on a eu le marché boursier qui a eu tendance à être plus faible au cours de la période précédant les élections présidentielles, perdu par par le parti au pouvoir. Pardon. Fait intéressant, Nixon et Bush, Bush 2, sont les deux seuls présidents américains sur les 12 derniers à avoir enregistré une performance négative du S&P 500 au cours de leur mandat. Et enfin, depuis 1932, donc près de 100 ans, le VIX a constamment augmenté au cours des 3 mois précédant l'élection. C'est déjà pricé par le marché. Si vous regardez un petit peu la courbe de VIX ou les options, on a une hausse de la volatilité anticipée d'ores et déjà par les opérateurs de marché les semaines et les quelques mois avant cette élection-là. Voilà, donc comme on peut le voir, ce graphique de droite, on n'a eu que deux présidents américains qui ont eu une performance du S&P 500 négative pendant l'entièreté de leur mandat. C'était Nixon et Bush. Sinon,
dans les 10 autres cas, les 10 autres derniers cas, pardon, le marché boursier américain a progressé. Voilà. Donc c'est une information peut-être pas qui va changer votre trading, mais c'est important à avoir en tête, je pense. Concrètement, voilà, peu importe le prochain président, il y a de très très grandes chances que le marché boursier soit haussier sur les 2, 3, 4 prochaines années. Autre fait intéressant, on a une volatilité qui est plus élevée lors des années d'élection, comme on peut le voir à l'année Year 4 pre-election. On voit le range de la volatilité qui est beaucoup plus large que les autres années. Maintenant, quelques statistiques sur les élections américaines post-élection. J'ai trouvé une statistique assez intéressante qui donne 57% de chance d'une récession au cours de l'année suivant l'élection et 70% de chance de récession lorsque le parti au pouvoir a perdu l'élection. Donc, c'est pas 100% évidemment, mais 70%, c'est quand même une statistique qui est significative. Donc, ça ne garantit en rien une récession l'année prochaine si Biden perd. Mais voilà, c'est peut-être quelque chose à garder dans un coin de la tête. Et ça s'explique par le fait que les consommateurs eh bien, renifler, j'ai envie de dire plutôt bien, l'état de santé de l'économie américaine. Donc, lorsque l'économie américaine se dégradait, avant qu'elle tombe en récession, eh bien, ils votaient pour un autre président, parce qu'ils n'étaient pas contents de l'économie. Donc, ce qui explique la probabilité plus élevée de récession lorsque le président perdait les prochaines élections. Voilà. Et depuis 1932, on a eu les actions qui ont eu tendance à se redresser 9 mois après la date du scrutin, enfin pendant 9 mois après la date du scrutin, tandis que les rendements obligataires ont tendance à baisser 2 mois après la date du scrutin. Voilà, donc la performance du marché action à surveiller avant l'élection présidentielle. On voit que la performance du marché action, comment dire, donnait, on va dire, une probabilité intéressante sur la réélection ou l'échec de réélection du président au pouvoir. Donc, si la performance du S&P 500 était positive 3 mois, 6 mois ou 1 an avant l'élection, on avait davantage de chances de réélection que l'inverse. Et on voit que si le marché était baissier, 3 mois, 6 mois ou 1 an avant l'élection, on avait de fortes chances que le président au pouvoir perdait la réélection. On voit 88%, on peut arrondir même 89% de chances que le parti au pouvoir perdait les élections si la performance des 3 derniers mois avant les élections, donc concrètement août, septembre, octobre, du 1er août à fin septembre, si le S&P 500 était négatif, avait une performance négative, on avait de fortes chances que le président au pouvoir perdait l'élection. Et à l'inverse, si la performance était positive, il y avait de fortes chances que le président au pouvoir gagnait sa réélection. À noter également que lors des élections présidentielles en novembre, il y aura également, ça comptera également pour la formation du Congrès américain, et la répartition du Congrès était tout aussi importante que, on va dire, le président au pouvoir. Le meilleur scénario pour le marché action, c'était un congrès qui était divisé ou totalement républicain, et peu importe le parti du président, qu'il soit démocrate ou républicain. Et statistiquement, la moins bonne performance, je dirais plutôt la pire performance du marché action, c'était lorsque le Congrès était totalement démocrate avec un président républicain. Voilà.
En revanche, aucun des deux partis ne peut se prévaloir de performance économique ou du marché supérieur. Comme on l'a vu, hein, quasiment dans tous les mandats présidentiels, le S&P 500, il est en hausse, c'est arrivé que 2 fois en baisse sur les 12 derniers présidents. Coïncidence ou pas, les 2 fois où le S&P 500 était en baisse pendant des mandats présidentiels, c'était des présidents républicains, Bush et Nixon. Voilà, peut-être une simple coïncidence ou peut-être pas. Voilà, donc là on voit la performance du S&P 500 selon différents scénarios, que ce soit président démocrate, président républicain et congrès démocrate divisé ou républicain. Et on voit que la moins bonne performance, c'est lorsqu'on avait le président républicain et le congrès totalement démocrate. Et sinon, dans le reste du temps, hein, c'était, que ce soit président démocrate ou président républicain, la performance était supérieure à la normale lorsque le congrès était divisé ou républicain. Alors, je passe à la deuxième partie de cette présentation où nous allons prendre un peu plus de temps. Nous allons comparer un petit peu les deux programmes présidentiels de Biden et de Trump. Nous allons également voir des points de convergence ensuite. D'un point de vue économique, alors c'est dur de tout lister, hein, c'est difficile, mais voilà, j'ai essayé de lister les plus pertinents pour des opérateurs de marché ou pour les investisseurs. Donc on a d'un côté Biden qui est favorable à l'investissement dans les infrastructures, l'industrie et l'énergie propre, tandis que Trump critique ces dépenses-là et promet des réductions d'impôts, la déréglementation et le remplacement du président de la Fed, Jérôme Powell, ce qui aurait des impacts significatifs comme nous allons voir par la suite. Nous avons également Trump qui souhaite prolonger les réductions d'impôts accordées par lui-même en 2017, qui expireront en l'année prochaine, en 2025, pour un coût estimé de 3 500 milliards de dollars sur 10 ans. Voilà. Alors que Biden souhaite augmenter les impôts sur sociétés et les riches afin de financer les priorités et de réduire le déficit. Trump préconise des droits de douane plus élevés et généralisés, comme 10% sur tous les produits et 100% sur les voitures importées de Chine et du Mexique. Et 60% sur les produits chinois, tandis que Biden soutient les accords commerciaux mondiaux. Biden est davantage en faveur de tarifs douaniers uniquement à l'encontre de la Chine et pas contre les alliés occidentaux. Et Trump souhaite un dollar plus faible pour réduire le déficit commercial. Donc ça, c'est une information, à mon avis, très très importante à garder en tête et que nous allons analyser juste après. D'un point de vue santé, Biden souhaite développer l'Obamacare, le rendre notamment un peu plus accessible et moins coûteux, alors que Trump veut le démanteler ou le restreindre sévèrement. D'un point de vue énergétique, Trump souhaite faire marche arrière par rapport à l'agenda climatique de Biden, notamment relancer la production de combustibles fossiles. Alors, relancer, c'est un grand mot parce que en réalité, la production d'énergie fossile a augmenté sous l'ère de Biden. La production, pour être précis, pétrolière et gazière. Certes, la production de charbon, il me semble, a diminué, mais voilà, le reste, pétrole, gaz, ça a augmenté. Donc on va dire que Trump est plutôt en faveur des énergies fossiles que Biden. Et les GAFAM, ce qui est important à noter, même si ce n'est pas l'économie, une part significative de l'économie, vu que les marchés tiennent essentiellement grâce aux GAFAM, c'est quand même important à donner quelques indications là-dessus. Donc Trump et Biden ont tous deux critiqué le pouvoir et l'influence de ces grandes entreprises technologiques. Malgré tout, c'est important, je pense, de se rappeler que lors de leur mandat, que ce soit Trump ou Biden, ni l'un ni l'autre ne s'est vraiment attaqué au monopole des GAFAM, ou à la puissance de ces GAFAM. Donc, les deux critiquent ces entreprises technologiques, mais les deux n'ont rien fait pendant leur mandat, en tout cas de significatif, à l'encontre de ces entreprises.
Néanmoins, l'approche de Biden est, on va dire, plus systématique, a un risque plus systématique, concrète et agressive en termes d'application de la législation antitrust et de réglementation. Donc, on va dire que Biden représente une menace peut-être un petit peu plus importante que Trump à l'encontre de ces entreprises. Petite parenthèse pour revenir sur les statistiques, on voit que Biden ou Trump soient élus, ont été élus en 2020 ou en 2016, les deux présidents, la performance du marché action a progressé après l'élection de Trump ou Biden en 2016 et en 2020. Donc, je vois pas vraiment les raisons d'estimer que le marché action reculera ou chutera, que Biden ou Trump soient réélus en novembre. Alors, on voit que 2 mois après l'élection, le S&P 500 a progressé de petits pourcents pour Trump et 14% pour Biden. Alors, je vais passer à la prochaine slide et je reviendrai ensuite là-dessus. D'un point de vue des convergences entre les deux présidents, ce que je vois, moi, c'est que les deux présidents ont des programmes où le déficit public restera important. Biden à cause d'une hausse des dépenses et Trump à cause de la baisse permanente des impôts. Pour rappel, 3 500 milliards de dollars sur 10 ans, ce qui est énorme. Voilà, Biden, dans son programme, souhaite diminuer le déficit. Bon, il ne l'a pas fait au cours des 4 dernières années. Il a même augmenté, on va dire. Donc, je ne vois pas pourquoi. Je ne crois pas que Biden diminuera le déficit public parce que ça augmenterait grandement les chances de récession. Au niveau de la Chine, les deux candidats prônent une attitude à l'encontre de Pékin. Et d'un point de vue d'immigration, les deux candidats soutiennent des politiques de sécurité frontalière plus strictes, impliquant des dépenses plus élevées. Les déportations massives constitueraient évidemment un choc important et potentiellement récessionniste. Un choc important sur le marché de l'emploi. Donc, voilà. Si Trump ou Biden, mais c'est plutôt Trump qui a à l'encontre de l'immigration, mais Biden également, parce que ça fait beaucoup c'est devenu problématique pour de plus en plus de personnes, dont des démocrates. Donc, on va dire que la lutte contre l'immigration, en tout cas illégale, et on va dire généralisée entre démocrates et républicains, même si les républicains sont évidemment beaucoup plus contre l'immigration illégale. Si l'un des deux présidents venait à mettre des mesures radicales contre l'immigration illégale, et encore pire, illégale, ça aurait des conséquences importantes d'un point de vue économique. Voilà. Là, depuis le Covid, l'économie américaine est aussi extraordinaire qu'elle l'est pour 2 raisons, pour 2 facteurs. Un, le déficit public qui dépasse ceux du G7, on va dire le double, quasiment. Donc le déficit public qui injecte il injecte pas de l'argent dans l'économie, mais on va dire elle fait tourner l'argent dans l'économie de plus en plus rapidement. En tout cas de plus en plus. Donc voilà, ça booste l'économie, le déficit public, mais le deuxième facteur, c'était l'immigration. Il y a eu plusieurs millions, alors j'ai pas les données précises, mais ça doit être entre 2 et 3 millions de personnes de migration vers les États-Unis, légales et illégales, sachant que l'immigration illégale est sous-estimée, parce que évidemment c'est difficile de compter précisément l'immigration illégale. Donc voilà, le marché de l'emploi, l'économie américaine a énormément bénéficié de cette immigration légale et illégale depuis le Covid. C'est essentiellement de la main-d'œuvre pas chère, donc ça c'est extrêmement possible pour les marges des entreprises.
pour réduire les pressions inflationnistes. Voilà. Donc je reviens sur ma slide. Donc ça, c'est un petit peu mes convictions, ou je dirais plutôt mon avis sur des secteurs clés. Alors, c'est pas des convictions fortes, parce que on va dire que les présidents américains n'ont pas un impact significatif sur les marchés. Ils ont une certaine influence, mais disons que la performance des marchés ou des secteurs n'est pas radicalement dépendante du président, même s'il peut avoir un impact majeur dans certains cas, mais c'est, on va dire, plutôt rare. Au niveau des énergies renouvelables, et même la plupart des secteurs, en fait, si Biden est réélu, je pense que l'impact sera relativement faible sur les marchés parce qu'on sait déjà à quoi s'attendre et très précisément. Aucune, comment dire, il n'y a rien de surprenant à s'attendre. Le programme de Biden est très clair. Puis Biden n'est pas, on va dire, un personnage qui comment dire, va surprendre les marchés avec des déclarations, certaines déclarations. En réalité, quasiment tous les présidents sont comme ça. Trump se démarque là-dessus, très clairement. Pour ceux qui étaient sur les marchés entre 2007 et 2020 s'en rappellent très bien, je pense. Voilà, on avait on avait plus de volatilité, à part en 2017. Ça, c'était pour une raison économique. Mais sinon, Trump faisait beaucoup plus de déclarations, comment dire, inattendues. Et donc, les marchés devaient pricer ces annonces-là très rapidement. Donc, on avait un peu plus de volatilité. Donc, je pense que pour Trump, il y aurait beaucoup plus de réactions sur les marchés. Et c'est là peut-être où il y a comment dire, des opportunités ou des risques. Au niveau des énergies renouvelables, je vais aller à l'encontre du consensus. Je pense que ça va être bullish. Pourquoi? Enfin, si Trump est réélu. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les énergies renouvelables, bien que Trump soit contre ces énergies-là, ce qu'il faut savoir, c'est que les énergies renouvelables aux États-Unis sont beaucoup soutenues par l'IRA, qui a été mis en place par Biden. L'IRA qui est Inflation Reduction Act, pardon, et qui est ni plus ni moins qu'un plan, on va dire, plan de soutien à l'économie sur différents pans, dont les énergies renouvelables. Et cette IRA, eh bien, plus de 50% des dépenses de l'IRA sont dans des États républicains. Donc, même si Trump est s'annonce contre l'IRA, j'ai du mal à croire qu'il va abroger le programme. Donc, le programme va vraisemblablement continuer. Par contre, c'est fort probable qu'il va taxer lourdement les importations de panneaux solaires chinois et donc les énergies renouvelables cotées aux États-Unis et puis je pense dans l'Occident, mais voilà, en particulier aux États-Unis, on le voit d'ailleurs avec Solar, alors si je dis pas de bêtises, l'entreprise s'appelle Solar City ou Solar Panel, qui est cotée aux États-Unis et qui grimpe ces derniers jours, ces dernières semaines, suite au tarif douanier de Biden contre la Chine. Voilà, donc je pense que si on a Trump qui n'abroge pas l'IRA, ce qui me semble peu probable, mais qu'il taxe les panneaux solaires en provenance de Chine, ou qu'il taxe tout simplement toutes les importations de Chine fortement, ce qui l'annonce très clairement, donc ça me semble le scénario le plus probable, eh bien je pense que ça sera extrêmement bullish pour les énergies renouvelables cotées à Wall Street et en Europe dans une plus faible mesure, mais surtout à Wall Street. Au niveau de la défense, Biden, bon, c'est neutre. Au niveau de Trump, je pense que c'est plutôt bullish. Trump, il va vraisemblablement faire pression sur les alliés de l'OTAN pour augmenter les budgets de défense, parce que les budgets de défense, il y a encore des pays de l'OTAN qui sont sous 2%. Et je pense, enfin, ce serait pas étonnant qu'ils demandent 2,5 voire 3%. Les États-Unis, il me semble qu'ils sont entre 3 et 4% du PIB, de leur PIB en dépenses de la défense. Donc, je serais pas étonné que Trump
souhaite davantage que 2%, et auquel cas, on aurait une vague de dépenses supplémentaires, d'investissement plutôt, des États européens dans la défense, et ça bénéficierait beaucoup au secteur de la défense des États-Unis. Voilà. Il y a un risque, cela dit, à court terme sur la défense, c'est si on a un accord de paix qui est trouvé entre l'Ukraine et la Russie. Trump avait dit au début du conflit qu'en 24 ou 48 heures, il trouverait moyen de résoudre le problème entre l'Ukraine et la Russie. Alors, c'est possible que ça soit le cas, mais à mon avis, ça sera en échange de concessions importantes de la part de l'Ukraine, hein. Par exemple, céder le Donbass à la Russie. Est-ce que c'est vraiment gagnant pour l'Ukraine? Est-ce que l'Ukraine va le vouloir? Est-ce que la Russie sera contente? Bon, voilà, difficile à dire. En tout cas, Trump, si, imaginons, il arrive à aboutir à un accord de paix rapide entre la Russie et l'Ukraine, dans ce cas-là, à court terme, ça serait baissier pour la défense. Mais bon, Trump considère Pékin comme un ennemi important, tout comme Biden. Mais voilà, Trump fait la guerre plutôt à la Chine. Et donc, même si voilà, on a un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, je ne pense pas que ça le stopperait de faire pression sur les membres de l'OTAN pour augmenter leur budget de défense, voilà, pour se préparer à des potentiels conflits avec la Chine. Voilà, donc concrètement, je suis plutôt, si Trump serait au pouvoir, je pense que ce serait plutôt bullish pour le secteur de la défense. Au niveau des matériaux, Biden, une réaction de Biden, je pense que ça peut être très positif, parce que bon, Biden va continuer à soutenir la transition écologique et investissement. Il va même essayer de les augmenter. Et vu les pressions sur les métaux industriels pour la transition énergétique, sachant qu'une mine, par exemple, de cuivre, ça prend 10, voire même 14 ans à se mettre en place. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et la transition écologique, elle se fait quand même relativement rapidement, hein, entre la Chine, l'Europe et ici les États-Unis. Si Biden accélère encore le mouvement, ça va faire encore plus pression sur les métaux industriels. Donc je pense que voilà, si on a une réélection de Biden, là où ce serait plus positif, je pense que ce serait sur tout ce qui touche aux matériaux. Au niveau des banques, Trump, une élection de Trump serait bullish, à mon sens. Pourquoi? Parce qu'il a déclaré qu'il souhaitait voilà, déréglementer un petit peu le secteur bancaire, notamment les exigences en termes de capitaux propres de Bâle 3. Donc, concrètement, voilà, tous les JP Morgan, Bank of America, toutes ces grandes banques américaines auraient besoin de moins de fonds propres, donc ce serait très positif pour ces banques-là. Pour le reste du monde, une réélection de Trump serait bearish, parce qu'il souhaite augmenter les tarifs douaniers, peu importe les destinations. Voilà, il est en faveur il a plaidé pour des tarifs douaniers de 10% sur l'ensemble des importations, ce qui rendrait les entreprises américaines plus compétitives, et donc le marché boursier américain, en particulier les small caps américaines, plus intéressantes. Pour les large caps, ça serait un peu plus incertain, parce que les large caps américaines produisent aux États-Unis, mais également beaucoup dans le reste du monde. Par exemple, Apple, ses iPhones ne sont pas produits aux États-Unis. La valeur ajoutée des iPhones est produite en Asie. Voilà, il y a beaucoup de la production des grandes entreprises américaines qui est délocalisée. Alors que pour les plus petites, c'est moins le cas. Donc, je dirais que si Trump passe au pouvoir, ce serait plus bénéfique aux petites entreprises américaines que les grandes. Au niveau du dollar, alors, pour Trump, je pense, là c'est là où c'est le plus intéressant à mon sens, et on pourrait en parler des heures. Je pense qu'à court terme, l'élection de Trump signifierait un petit peu d'aversion au risque,
bien que le S&P peut progresser voilà, à court terme, je pense que la nervosité va augmenter parce qu'il y aurait plein de choses à pricer par le marché. Donc, ça serait bullish, à mon avis, à court terme pour le dollar. Mais à moyen long terme, j'ai plutôt tendance à estimer qu'une réélection de Trump serait bearish. Pourquoi? 1. Parce que le déficit public va probablement augmenter. Du fait des dépenses de l'IRA qui va continuer, à mon sens, sous l'ère Trump ou Biden, pour les raisons expliquées précédemment. Donc l'IRA va continuer. Et en plus de cela, Trump souhaite une baisse des impôts, continuer, prolonger sa baisse d'impôts de 2017. Donc 3 500 milliards de dollars de déficit en plus sur 10 ans, ce qui fait 350 milliards par an, ce qui est énorme. Donc voilà, hausse du déficit public, en tout cas s'il n'augmente pas, il ne va pas diminuer, c'est très très peu probable qu'il diminue sous Trump, ou même sous Biden. Donc voilà, déficit public en hausse, c'est négatif pour le dollar. Jérôme Powell, Trump souhaite, alors je ne sais pas si c'est le mot, destituer, mais voilà, virer Jérôme Powell de la Fed, le remplacer, voilà. Remplacer Jérôme Powell, ça serait, je pense, sans précédent, ou en tout cas, pour les opérateurs de marché actuels, ça serait quelque chose de nouveau. Parce que Janet Yellen n'a pas été remplacée, elle a été jusqu'à la fin de son mandat. Bernanke également, Greenspan également. Donc voilà, depuis 40 ans, et même Volcker, il me semble. Donc, depuis 50 ans, il me semble qu'on n'a pas eu de remplacement en cours de mandat à cause de l'élection d'un président. Chaque président de la Fed est allé jusqu'au bout de mandat depuis au moins 50 ans. Peut-être qu'avant, ça a changé, je ne sais pas. Mais donc voilà, ça créerait une certaine incertitude, parce que ce serait quelque chose de nouveau pour les opérateurs de marché actuellement en vie. Donc voilà, grosse incertitude. Ça pourrait être négatif pour le dollar. Pourquoi? Parce que Trump souhaite souhaite une baisse du dollar. Donc voilà, il est clairement en faveur d'une baisse du dollar. Donc pour améliorer le déficit public, la balance commerciale. Voilà, donc Trump, sa priorité, une de ses priorités, s'il est réélu, c'est vraiment réduire le déficit public. On l'a vu, c'est via 2 canaux. Un, diminuer la valeur du dollar pour rendre les exportations plus compétitives, les exportations américaines plus compétitives et les importations américaines plus chères, donc moins de consommation. Moins de consommation et plus d'exportation. Donc c'est une amélioration de la balance commerciale. Et l'autre canal, c'est les tarifs douaniers. Si Trump met 10% de tarifs douaniers sur l'ensemble des importations, ça serait positif ça rendrait les entreprises américaines du jour au lendemain 10% plus compétitives. Maintenant, le risque, c'est que si Trump met en place ces tarifs douaniers, et je ne parle pas des 50-60% sur les produits en provenance de Chine, le risque, c'est que s'il met ces tarifs douaniers en place et qu'en plus, il destitue, il remplace Jérôme Powell et met le remplace avec quelqu'un de très dovish. Le risque, c'est que les autres partenaires commerciaux mettent en place des mesures similaires. Donc l'Europe pourrait mettre en place des tarifs douaniers, ce qui serait très probable si Trump met 10% de tarifs douaniers sur l'ensemble des importations. Je pense que l'Europe le fera également. Maintenant, la Chine, c'est là où c'est intéressant, c'est que si Trump met en place toutes ces mesures-là, notamment 60% de tarifs douaniers en provenance de Chine, le risque énorme pour les marchés, c'est une dévaluation du yuan. Là, on voit le yuan, il s'est apprécié de
d'une dizaine de pourcents depuis 2020, à peu près, un petit peu moins, 10%. Et il a même augmenté de 30 ou 40% depuis 1994. En tout cas, le yuan est en hausse depuis 1994, alors que la Chine s'est énormément développée. Donc la Chine, pour contrer l'impact des tarifs douaniers, peut évaluer en un claquement de doigts son yuan de 10, 15, 20%. Mais ça aurait des ramifications énormes sur les marchés. On rentrerait dans clairement une guerre des devises. Le yuan qui se dévalue, on aurait évidemment des représailles de la part des Occidentaux, que ce soit de l'Europe ou des États-Unis et du reste du monde. On aurait un peu comme une course à la dévaluation. Même si voilà, les Occidentaux ne vont pas dévaluer comme le feraient des pays émergents. Mais voilà, c'est le gros risque que je vois pour les prochains mois, les prochaines années, en particulier si Trump passe au pouvoir, c'est que s'il met en place toutes ces politiques et les tarifs douaniers, des tarifs douaniers extrêmement importants contre la Chine, le grand risque à mes yeux, c'est que la Chine réplique en dévaluant son yuan pour contrer l'impact des tarifs douaniers. Voilà. Ça serait conséquent. Donc, nous verrons par la suite. Mais voilà. Donc, en conclusion, et ensuite je vais répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas si vous en avez, c'est le moment. Marché et élections, on a quelques statistiques intéressantes, mais on va dire peu de pertinence, ou en tout cas de fiabilité. C'est pas parce qu'on a des statistiques intéressantes qu'elles vont se reproduire l'année prochaine. Voilà. Les actifs risqués ont grimpé lors des mandats des deux candidats. Donc je pense qu'il y a peu de chances que l'élection de Trump ou de Biden provoque une correction. C'est très possible qu'il y ait une correction, mais ça ne serait probablement pas à cause de l'élection de Trump ou de Biden. Donc il faut plutôt continuer à regarder l'évolution de l'économie, notamment de l'inflation et du taux de chômage. L'évolution des marchés devrait continuer à dépendre de l'évolution de l'économie, comme j'ai dit. La performance des marchés 3 mois avant l'élection donnera des indices sur le potentiel gagnant des élections américaines. Et enfin, je dirais que l'information à revenir, c'est qu'un congrès divisé ou totalement républicain est statistiquement le scénario le plus favorable aux actifs risqués. Peut-être que le scénario le plus favorable, c'est un congrès divisé. Comme ça permettrait de modérer les mesures les plus extrêmes de Trump ou de Biden. Voilà. Je pense que le marché pourrait se rassurer comme ça. Si Trump ou Biden est élu, mais que le Congrès est divisé, le marché pourrait se dire, bon, de toute façon, toutes ces mesures extrêmes de l'un ou de l'autre ne seront pas approuvées par le Parlement, et donc c'est bullish pour les actifs risqués. Voilà. Maintenant, si on a un Congrès républicain avec Trump au pouvoir ou démocrate avec Biden au pouvoir, je pense que là, ça serait le scénario où on aurait potentiellement le plus de mesures extrêmes approuvées et mises en place par le pouvoir et le législatif. Donc ce serait le plus risqué pour les marchés. Au final, pour le marché action, c'est le statu quo qui est le mieux. Il y a moins de risques à pricer. Voilà. Ok, merci beaucoup Valentin. Alors j'avais une question, mais qui a finalement été, qui vient d'être évoquée. Donc c'était sur le scénario plus favorable. Donc en fait, relativement à l'équilibre, en fait, le marché chercherait plutôt de l'équilibre plutôt que de partir dans une direction relativement forte, que ce soit côté démocrate ou républicain, qu'on ait vraiment, voilà, un espèce de statu quo. Moi j'avais une question vis-à-vis du, alors forcément, on n'a pas une boule de cristal vis-à-vis, par exemple, de l'Europe. Est-ce qu'on aurait plutôt
un marché européen qui suivrait, même s'il y a mise en place de tarifs, etc. Est-ce qu'on aurait plutôt, ou est-ce qu'on a vu dans le passé, si un S&P qui démarre très fortement parce qu'il y a il y a de la relance, il y a des politiques assez favorables à l'économie, est-ce qu'on aurait plutôt notamment si on part avec un modèle Trump, une Europe en seconde vitesse qui ne va pas suivre les États-Unis, mais plutôt avec un monde qui se divise, ou au contraire, ce qu'on a plutôt vu, c'est au contraire, on aurait plutôt une Europe qui suit l'engouement boursier des États-Unis? Euh, alors c'est une bonne question. Je pense que l'Europe a, comment dire, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent affecter la performance de l'Europe au cours des prochaines années. Notamment, en fait, en tout cas à mon sens, on a le marché des capitaux. Ça devient vraiment un sujet et une priorité de quelques pays, dont la France. Et ça pourrait être une réalité prochainement. Et si c'est mis en place, ça renforcerait la crédibilité de l'Europe aux yeux du monde. Ça améliorerait l'attractivité des investissements. Et donc, les Européens qui actuellement exportent du capital vers les États-Unis pourraient ne plus, en tout cas, diminuer cette exportation de capital, d'épargne, pour investir en Europe. Et auquel cas, on pourrait avoir voilà, une vraie hausse du marché européen. Maintenant, voilà, ça c'est le scénario, on va dire, bullish pour l'Europe, le plus bullish, c'est ce que je vois là. Maintenant, si Trump, par exemple, passe au pouvoir et met en place des tarifs douaniers, étant donné que les États-Unis, c'est le premier consommateur au monde et enregistre un déficit commercial avec l'ensemble des régions, les États-Unis sont déficitaires avec la Chine, mais également avec le Japon, mais également avec l'Union européenne. Et quand je dis l'Union européenne, en fait, c'est surtout l'Allemagne et voilà, c'est surtout les Allemands en fait qui sont nets exportateurs vers les États-Unis. La France, par exemple, on a une balance commerciale quasiment nulle avec les États-Unis. Voilà. Il y a des années où on est légèrement excédentaire, d'autres années légèrement déficitaire. Voilà. Donc, la plupart des autres pays en Europe, en fait, ont une balance commerciale relativement équilibrée. En fait, c'est l'Allemagne et il me semble le Pays-Bas les deux pays qui voilà, en fait, qui sont nets, qui ont des surplus commerciaux avec les États-Unis. Donc, si on a des tarifs douaniers mis en place, en fait, les pays exportateurs, les entreprises pardon, exportatrices en Europe qui exportent vers les États-Unis seraient plus affectées. Je pense notamment en fait aux voitures allemandes. Voilà, déjà que l'Allemagne a énormément perdu en compétitivité avec le prix du gaz et la guerre en Ukraine. Si en plus on a des tarifs douaniers de 10% des voitures allemandes importées aux États-Unis, je pense que ça va être difficile, surtout que les Allemands se font actuellement sont dans une situation très difficile avec l'exportation de voitures chinoises. Donc voilà, si Trump passe au pouvoir et met en place des tarifs douaniers généralisés, dont à l'encontre de l'Europe, l'Europe va également répliquer. Mais étant donné que l'Europe est nette exportatrice vers les États-Unis et que les États-Unis sont net importateurs de produits européens, ce serait plus néfaste pour l'Europe que pour les États-Unis. Donc, j'ai plutôt tendance à dire que le marché boursier européen devrait continuer d'être à la traîne face aux États-Unis si Trump passe au pouvoir, surtout que Trump veut dévaluer le dollar, donc ce qui boosterait les exportations, l'économie américaine. Voilà, donc j'ai du mal à favoriser un scénario de surperformance du marché européen. Le seul scénario, le seul argument, comme j'ai dit, c'est le marché des capitaux. S'il venait à voir le jour, je pense que ça pourrait être un signal fort de l'Europe. On a également la valorisation du marché européen qui est beaucoup plus attractive que les États-Unis. Donc, moi, je pense honnêtement que les États-Unis vont, même si Trump passe au pouvoir et qu'il met en place des tarifs douaniers, les États-Unis vont continuer à capter du capital parce que
les Allemands, le Japon et la Chine, en particulier la Chine, hein, mais les Allemands et le Japon également, ont des problèmes de consommation domestique et c'est extrêmement difficile de résoudre ces problèmes de consommation domestique. Et c'est pour ça qu'ils sont nets exportateurs vers les États-Unis, parce que leur production est trop importante par rapport à leur consommation. Et les gouvernements, ces gouvernements-là, n'arrivent pas, enfin ne souhaitent pas, enfin en tout cas c'est très difficile à augmenter la consommation domestique. Donc en fait, les États-Unis sont dans une position dominante et ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Même en mettant des tarifs douaniers, l'Allemagne, ce sera difficile pour l'Allemagne ou le Japon de soutenir sa consommation, leur consommation domestique. Donc voilà, l'économie, le moteur de l'économie mondiale, c'est pas la Chine, c'est les États-Unis en réalité. C'est eux où la classe moyenne ou le pouvoir d'achat augmente le plus depuis des années. En réalité, la Chine a une classe moyenne de plus en plus importante, mais envoie beaucoup de sa production à l'extérieur pour répondre à la consommation des États-Unis et de l'Europe. Mais la Chine développe plus rapidement sa production que sa classe moyenne. Et c'est ça le gros problème de la Chine. Donc, bon, je me perds, hein, enfin, je vais un petit peu loin dans les explications, mais pour répondre donc à la question, c'est que si Trump a ce pouvoir et met des tarifs douaniers et dévalue son dollar, ça sera de toute façon, je pense, bullish pour le marché boursier américain. Voilà. Et plus bullish pour le marché boursier américain que pour le marché boursier européen. Ok, ok, merci beaucoup. Alors je vois qu'on n'avait pas d'autres questions. Alors je sais pas si tu avais le mot de la fin. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous servira pour la fin de l'année, pour les élections américaines. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Merci bien, au revoir.